Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Voici les titres de l'actualité de ce 22h. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu ce matin les présidents et doyens des universités des pays voisins. Également dans l'actualité de ce 22h, les travaux de la 34e sommet se poursuivent ce dimanche de l'Union africaine. Et dans l'actualité internationale, la Cour pénale internationale ouvre la voie à une possible enquête pour crimes de guerre en territoire palestinien. C'était le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu ce dimanche, en fin de matinée, au Palais de la République, une délégation des représentants des universités de la région qui, à l'invitation des principaux responsables de l'enseignement supérieur djiboutien, effectue un séjour dans notre pays. Le déplacement des représentants des universités de la région dans notre pays a trait aux festivités liées à la célébration du 20e anniversaire de l'université de Djibouti. La visite de courtoisie de cette délégation au président Guélé servit de cadre à l'évocation du précieux concours que la réalisation d'une plus grande synergie et coopération entre les facultés de la région et à même d'avoir sur le développement économique et social des peuples de cette partie du monde. Cette visite permit donc d'adouber l'idée d'instaurer des échanges, des partenariats, des séminaires et des rencontres interactives entre les universités de la région. Les discussions ont également dégagé un consensus sur la nécessité d'adjoindre l'apprentissage des langues nationales dans les programmes des universités de la région. Cela en raison de la vocation établie de cette initiative à contribuer à la réinsertion d'importantes composantes sociales dans le circuit économique et financier. Dans leur intervention, la délégation composée de Mme Edna Adel Ismail, fondatrice d'une faculté d'Hargeisa qui porte son nom, et Mohamed Ahmed Jim'ali, recteur de l'Université nationale de Somalie, ont indiqué qu'au cours de la réunion, un certain nombre de questions éducatives ont été mises en lumière, également l'amélioration de la gestion des universités dans les pays de l'Afrique de l'Est et leur contribution au développement du pays. Fin de citation. Écoutons à présent le président de l'Université de Djibouti. On a été reçu par son Excellence le Président de la République, l'ensemble des universités de la région qui ont participé à la cérémonie des commémorations des festivités des 20 ans de l'Université de Djibouti. L'objectif de ces rencontres entre les universités, c'était d'abord de mettre en place un réseau régional d'universités. Il y a de plus en plus d'universités qui voient le jour dans la région. Le deuxième point, c'était aussi de discuter sur la gouvernance des universités, comment améliorer, comment renforcer la capacité des gouvernances. Le troisième point, c'était comme on avait l'Académie des langues somalie, c'était au-delà de la langue somalie, comment faire en sorte que dans les universités, on puisse renforcer l'apprentissage des langues nationales qui sont aujourd'hui très importantes pour la construction de nos jeunes. Donc c'était sur ces trois points qui ont été discutés. Encore une fois, nous remercions le président de la République de nous avoir consacré son temps très précieux. Le 34e sommet de l'Union africaine clôture ses travaux. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a aux côtés de ses pairs de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique ont pris part ce dimanche aux travaux du second et dernier jour du 34e sommet ordinaire de l'Union africaine qui, en ce temps de coronavirus, s'est produit sous la forme d'une vidéoconférence. Les travaux du second jour de ce sommet ont abrité la cérémonie de prestation de serment de la nouvelle équipe à la tête de l'organisation. Après la nomination intervenue hier du chef de l'État congolais, Tshisekedi, à la tête de la présidence tournante de l'organisation, le président réélu de la commission, Moussa Faki, adjoint d'une nouvelle vice-présidente, en l'occurrence Mme Monique Zabanwa, originaire du Rwanda, ont prêté serment. Dans une intervention, le président de la République a dédié son discours à l'art, culture et patrimoine, les leviers de la construction de l'Afrique que nous voulons.
Le chef de l'État a relayé sa foi en la vocation de la culture à prendre part au développement socio-économique des populations. Écoutons. Féliciter son Excellence Félix Tshisekedi, président de la République du Congo, pour son élection à la présidence de notre organisation et l'assurer du plein soutien de ma délégation. Je voudrais également rendre un hommage mérité à son Excellence Cyril Ramaphosa, président de la République de l'Afrique du Sud, qui a travaillé inlassablement pour diriger les travaux de notre commission pendant cette période difficile du Covid-19. Jamais l'humanité n'a paru si fragile et si démunie. Enfin, je remercie le président de la commission, M. Moussa Faki, pour son leadership et son engagement personnel à faire avancer l'agenda de cette organisation. Permettez-moi de saisir l'opportunité qui m'est offerte cet après-midi pour féliciter le président de la commission, M. Moussa Faki Mahamat, pour sa brillante réélection à la tête de la commission. Je lui souhaite, ainsi qu'à tous les commissaires, notre continent, sous la domination coloniale, a malheureusement pour un temps été dépouillé de sa culture. Ses valeurs traditionnelles ont été marginalisées ou même rejetées. Toutefois, parce que ces valeurs constituaient le socle de notre identité culturelle, nous nous sommes mobilisés dès le lendemain de notre indépendance afin de nous réapproprier les valeurs traditionnelles précoloniales à travers la valorisation du patrimoine ancestral. Face à un monde qui évolue rapidement, face à une mondialisation impitoyable, l'Afrique a voulu cimenter, à travers ses traditions, récits et langues, une identité culturelle collective enracinée dans un passé commun, une identité culturelle qui nous rappelle les valeurs profondes de nos civilisations, une identité riche et diverse afin que nous voulons léguer aux générations futures. Si nous ne valorisons pas ce précieux patrimoine déjà peu connu, alors oui, craignons l'acculturation et la perte d'identité de nos jeunes. Pour le président Guélé, notre pays est d'autant plus disposé à participer à l'aventure d'une plus grande mutualisation des patrimoines culturels d'Afrique que de part, a-t-il précisé, sa position géographique et son histoire. Djibouti est située au carrefour des civilisations arabo-islamiques, africaines et européennes, ainsi que de la culture et les fruits de plusieurs siècles de brassage. Voici ses propos. La question du patrimoine culturel n'est plus simplement un fait culturel et identitaire qui attire le regard de quelques curieux pour son exotisme. Il doit plutôt être abordé comme un catalyseur de développement socio-économique qui pourrait renforcer sensiblement les dynamiques de développement sur le continent et accorder à l'Afrique une meilleure place sur la scène internationale. Nous savons que les industries culturelles, à travers les foires, les expositions, les soirées culturelles, se développent de plus en plus et génèrent d'importants revenus à la fois pour le secteur public et privé, ce qui permettra la création d'emplois et accélérera le développement économique. C'est pourquoi nous devons unir nos forces et nos moyens pour la promotion de notre patrimoine culturel, le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles et enfin la protection contre toute forme de menace. Pour ce faire, une meilleure intégration de la culture dans tous les domaines, il est impératif d'adopter une politique commune et des programmes conjoints, de mettre en place des plateformes d'échange et de promotion artistique, d'élaborer une stratégie commune pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels et naturels des œuvres d'art. C'est dans cet esprit que Djibouti a entrepris des mesures de protection et de valorisation des sites renfermant des patrimoines culturels, qu'ils soient faunistiques, floristiques et géologiques, contre l'exploitation illicite et anarchique des ressources. Je lance à cet égard un appel en faveur d'une plus grande synergie
entre notre commission et les organisations régionales afin d'adopter un plan d'action pour la promotion, la protection et le retour des biens culturels. Je vous remercie, Monsieur le Président. Écoutons à présent le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne. Un sommet de l'Union africaine se tient depuis hier en vidéoconférence, donc en distanciel en raison de la pandémie du Covid-19. Au préalable, avant le sommet, il y a eu une réunion du Conseil exécutif, qui est le Conseil des ministres, la 38e session. Bien entendu, il s'agit des sommets ordinaires, où au niveau donc de l'Union africaine, tous les dossiers qui concernent le continent sont traités par les chefs d'État, au préalable par les ministres des Affaires étrangères. Il y a les questions de paix et de sécurité, il y a les questions de financement de l'Union, les réformes, il y a les questions du Fonds de la paix, il y a les questions de lutte contre la pandémie, la plateforme qui a été mise en place pour acquérir des vaccins pour le continent africain. Tous les grands dossiers et tous les grands défis qui préoccupent le continent sont aujourd'hui devant les chefs d'État qui en discutent. Le thème principal de ce sommet, c'est l'art, la culture, le patrimoine, comme levier pour la promotion d'une Afrique que l'on veut. C'est le thème de ce sommet. Il faut se remettre dans le contexte de l'organisation de cette conférence, dans un cadre où l'Afrique est aujourd'hui frappée de plein fouet par la deuxième vague du Covid-19 avec des variants. Et donc le CDC, qui est le Centre de contrôle des maladies de l'Union africaine, a fait beaucoup de travail. La présidence de l'Union maintenant qui est passée de l'Afrique du Sud vers, n'est-ce pas, la RDC, la présidence sud-africaine a également fait œuvre utile en lançant cette plateforme et une initiative dans le cadre de la stratégie continentale de lutte contre le Covid-19. Les questions de paix et de sécurité également étaient à l'ordre du jour. Et en 2020, il y avait tout un programme qu'on a appelé « Faire taire les armes ». Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, l'objectif de faire taire les armes en 2020 n'a pas été atteint. Toujours est-il que cette action de lutte contre le terrorisme, de lutte contre les extrémismes violents, de tentatives, d'efforts de résoudre les problèmes et les crises qui sont interétatiques, voire entre les États, tout ce travail va continuer. Il faut également souligner le fait que la Commission, dans le cadre de la réforme qui a été instituée et conduite par le président Kagame, cette commission a été maintenant réformée. Elle a été ramassée. Il n'existe maintenant que 8 commissaires avec le président et le vice-président. C'est-à-dire que la commission est composée de 8 personnes, président, vice-président et 6 commissaires. Et les élections ont également eu lieu pour élire le nouveau président, la nouvelle vice-présidente et les 6 commissaires qui vont reprendre donc, ou prendre la relève dans un mandat de 4 ans. Les élections ont lieu hier. Le président Faki, président de la Commission de l'Union africaine, a été réélu. À la vice-présidente, une Rwandaise a été élue pour un mandat de 4 ans. Les ministres des Affaires étrangères ont pu également élire 4 sur les 6 commissaires et 2 postes ont été reportés pour le mois de juillet. Djibouti avait une candidate, Mme Hasna Barkhat Daoud, qui n'a pas démérité, mais il faut toujours essayer de présenter des candidats et ne pas se décourager. Et je crois que nous allons continuer à proposer des candidats qui répondent au profil, mais vraiment de manière très stricte au profil des postes qui sont proposés. Mais toujours est-il que notre pays continuera donc à jouer son rôle au sein de l'Union africaine. Voilà en résumé les quelques points saillants des réunions du sommet qui ne sont pas encore terminées cet après-midi. Il y a l'adoption des décisions. Le président Guelleh a fait un discours important qui était focalisé sur le patrimoine culturel. Comment faire en sorte que le patrimoine culturel de l'Afrique soit une richesse, soit un levier réel pour promouvoir l'emploi des jeunes, pour promouvoir l'économie, pour promouvoir certains secteurs qui sont directement liés au patrimoine, à la culture et à l'art de manière générale.
Ce discours également était focalisé sur la pandémie. Le président Guelleh a également parlé de la pandémie et des efforts que Djibouti a fait dans le cadre de la stratégie des 3 T. Tester, traiter, etc. Donc voilà, tracer, tester et traiter. Et bien entendu, la vigilance qui s'impose malgré le fait que Djibouti a su maîtriser la propagation de la pandémie, mais nous devons rester vigilants à cause des variants et de la deuxième vague. Essentiellement, voilà, sous la présidence du président Tshisekedi, nouveau président de l'Union africaine, l'essentiel du déroulement des travaux qui normalement devraient se terminer ce soir. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette séance publique de clôture de la première session extraordinaire du Parlement pour l'année 2021, conduite par son président de l'Assemblée, Mohamed Ali Hamad, avec la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, des ministres et l'ensemble des parlementaires. L'ordre du jour a porté sur l'examen de 9 projets de normes suivantes, débutant avec un ultime hommage à la récitation de la Fatiha aux mémoires à la victime de l'acte barbare qui a eu lieu à Tajoura. L'hémicycle a eu tout au long de son agenda une discussion conséquente dans les thèmes variés. Eu égard sur l'importance des questions à la portée de l'ordre du jour, les parlementaires ont interrogé l'exécutif sur des questions de fond. Voici. Est-ce que le gouvernement est en mesure de savoir si ces bases possèdent des stockages des armes chimiques ou bactériologiques? Puisque si un jour la base chinoise qui est à côté de Balbala éclate, n'espérons pas, mais c'est tout Balbala ou la moitié de Djibouti qui va s'écrouler. Est-ce que le gouvernement possède des informations sur ces armes utilisées lors de leurs exercices militaires? On sait qu'au camp Mariama, on utilise des armes, je ne sais pas, ils appellent ça à des effets néfastes sur la santé publique de nos concitoyens. Merci. Ma question qui m'interpelle le plus, c'est comment on va réaliser la mise en place de cet établissement. S'agissant du cadre de ce projet de loi, il y en a eu 3 ou 4 projets de loi concernant l'assurance sociale. Pourquoi ne pas codifier et mettre dans un même package les régimes sociaux? Merci. Est-ce que l'ONEAD est en mesure et capable de régler le problème d'assainissement à la cité Hoden, à la cité Cheikh Ousmane? Il y a plein de réseaux, nos rues sont débordées, on n'a plus de rues. Donc maintenant, les réponses des membres du gouvernement. La présence des forces militaires étrangères sur le territoire national est régie par des conventions. Ces conventions sont très strictes en matière d'utilisation d'armes létales. On ne parle même pas d'armes chimiques ou d'armes nucléaires. Des sites bien précis sont identifiés pour ces entraînements afin que nos populations ne soient pas affectées par ces exercices. Je puis vous assurer, monsieur le député, qu'il n'existe pas de stockage d'armes chimiques ou d'armes nucléaires dans notre pays, sinon on le saurait. Mais l'objectif de cette convention, c'est surtout pour le transit. Nous sommes un pays de logistique. Il peut y avoir des sociétés malveillantes qui pourraient faire transiter des produits chimiques dangereux dans notre pays et nous essayons de rester vigilants en essayant d'adapter une convention que nous avons déjà ratifiée en 2006, la Convention de Paris, et cette loi ne fait que traduire dans les textes les dispositions internationales dans les textes nationaux. Je vous remercie. Tout d'abord, dans les temps, c'est la direction d'ATU qui constatait les infractions illégales des occupations et l'appropriation des espaces publics. Après constatation, ils envoyaient les constatations à la préfecture, c'est que nous perdions beaucoup de temps. Aujourd'hui, il était apparu que c'était une nécessité de faire tout ça par une direction. Cette direction, qui sera une direction sous la tutelle du ministère de l'Urbanisme, aura comme rôle de faire la prévention, de faire de la dissuasion, mais aussi de sanctionner. Donc, qui va sanctionner? C'est une fois que
le directeur général qui sera bien sûr un officier de police, ça fait, avec l'uniforme, il peut dissuader, les gens auront plus peur, mais la sanction sera faite par après, une fois que nous allons constater, la direction va constater. Et les services concernés, tels que la police, ce qui sera en charge, bien sûr, avec le respect des codes pénals. Je voudrais donc dire juste un mot par rapport à la réaction de l'honorable Elias. C'est que le code de la sécurité sociale est en réflexion aujourd'hui au niveau du ministère du Travail. Et lors de notre rencontre avec les députés pendant la commission, nous avions justement discuté de la nécessité de tenir des travaux de réflexion, d'élaboration et de conception d'un bloc juridique sur le code de la sécurité sociale. Et ce sera fait, Inch'Allah. Pour l'assainissement, vous parlez de deux quartiers. Le problème d'assainissement, c'est un problème général, mais nous cherchons aussi une solution générale. Nous avons un plan d'aménagement d'assainissement, le ministre des Finances ici présent, qui suivait ce dossier. J'espère que c'est l'amélioration d'assainissement dans la ville de Djibouti commencera très prochainement. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a également tenu un discours. Voici ces termes. Cette création de l'autorité répond à un impératif politique, un impératif scientifique. On vous a expliqué tout à l'heure que ce sont ces explosions qu'il y a eu aussi au Liban, au port de Liban, qui a fait quand même une catastrophe très importante. C'est uniquement les services qui vont se doter. Les services vont se doter eux-mêmes d'une autorité, mais simplement il faut légaliser cette autorité au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle le texte a été donc soumis à votre approbation. Vous avez posé des questions sur l'assainissement, mais vous l'avez déjà posé il y a quelque temps déjà. Peut-être vous ne vous rappelez pas de ce que vous avez dit à l'époque. Soit, je vous ai dit, l'ONEAD n'est pas là pour vidanger les fosses septiques des habitants. Ce n'est pas leur rôle. Parce que vous parlez de la cité Cheikh Ousmane, vous parlez de la cité Hodan. Il y a des fosses individuelles que les gens en ont. Cité Cheikh Ousmane, le jour où on l'a créée, minimum d'intelligence. Cité Cheikh Ousmane, le jour de sa création, il avait une station d'assainissement plus bas, qui n'a plus marché depuis, et on a arrêté. Donc les gens fonctionnent sur des fosses septiques. Ça, c'est un point. Deuxième point, vous parlez de la cité Hodan. La cité Hodan, une partie, est un assainissement collectif. Le ministre de l'Agriculture, qui n'est pas là actuellement, il avait mis en place des puits perdus. C'est-à-dire, il mettait le surplus de ces conteneurs d'assainissement vers ces puits-là. Mais la plupart d'autres personnes, ils ont toujours des fosses individuelles, je les ai vues de mes propres yeux. Et ces fosses septiques débordent. Sachez une chose, ce n'est pas à vous que je vais répondre, mais à toute la population en général, que les fosses, chaque personne est responsable de sa maison, responsable de sa famille. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur de sa maison, c'est de sa responsabilité. Ils doivent régulièrement, s'il n'y a pas de problème sur la fosse septique qu'ils ont, régulièrement vidanger leurs fosses. Je dis bien régulièrement. Ce n'est pas à l'État de le faire. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est des débordements de ces fosses septiques sur la route, sur les ruelles. Et c'est ça qui est mauvais. Il faut une action de sensibilisation pour la population. Mais néanmoins, l'État prendra ses responsabilités. Il parlait tout à l'heure de l'aménagement des réseaux assainissement. C'est vrai. Cheikh Ousmane, Hodan, tout ce monde, toutes ces cités seront prises en charge par un assainissement collectif et qui sera directement sur le steppe de Douda. En bref, et en image avec cette réception du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane
Abdillahi Badon, qui a reçu aujourd'hui, en début d'après-midi, la représentante du PNUD à Djibouti, Fatima Al-Sheikh, dans son cabinet. Au terme de la rencontre, le ministre de la Communication et la représentante du PNUD ont discuté de plusieurs sujets d'intérêt commun, dont la coopération entre les deux pays dans le domaine des médias. En effet, les discussions ont porté sur le renforcement des capacités du personnel de la presse écrite, notamment fournir le matériel et équipements de pointe et enfin un aménagement de l'espace de travail. Ensemble, mobiliser les ressources adéquates pour que le personnel de la presse écrite puisse accomplir ses missions. Et voilà qui nous ramène de parler de ce maqam de Cheikh Moussa à Balbala qui a abrité la cérémonie annuelle du Mawlid du Cheikh Issa. ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا كأصلا قد يا جد الحسين مرحبا 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 دائما مرحبا ذكركم في الكون بادي ذكركم في كل وادي أبكم باقي وعادي ومشاحن والمشاجر. En nouvelle du monde cette fois, territoire palestinien, la Cour pénale internationale ouvre la voie à une possible enquête pour crimes de guerre. La Cour pénale internationale s'est déclarée compétente pour les faits survenus dans les territoires palestiniens occupés, ce qui pourrait ouvrir la voie à une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.